Fidèle au poste, mesdames et messieurs, dimanche c'est Info 7. Info 7 à l'horaire, plaisir aujourd'hui de recevoir un député provincial du Congo central avec André Massumbu. Nous allons débattre des temps forts de l'actualité et mettre un peu l'accent particulièrement sur l'Assemblée provinciale du Congo central avec tout ce qui se passe au Congo central. Il est de Lamouka. Très heureuse de vous recevoir, monsieur André Massumbu. Merci beaucoup, madame. La Mouka, comment ça se porte la Mouka, puisque les mauvaises langues disent que la Mouka ça va plus, la Mouka est lali, la Mouka il n'y a plus d'activité. Est-ce que la Mouka se porte bien, monsieur André Massumbu? Eh bien, très bien. La Mouka se porte bien, puisque vous savez bien qu'il y a une certaine rotation qui s'est faite entre nos dirigeants. On va commencer avec Moïse Katumbi, qui a passé la main à Jean-Pierre Bemba, et aujourd'hui c'est Adolphe Mozito qui a la direction de la Mouka. Mais je crois que chacun a pu mettre sa note. Bien sûr que la durée de cette rotation est de 3 mois. Pour moi, c'est un peu insuffisant parce qu'en 3 mois, c'est très difficile de pouvoir réaliser un programme quelconque. Mais ce que je peux dire au niveau de nos regroupements politiques, parce qu'il faut se dire, dans la Mouka, vous avez le MLC, vous avez l'ensemble pour les changements avec tous les partis qu'il y a, et puis vous avez bien sûr la dynamique de l'opposition avec le président Fayoulou. Et donc chacun dans ce compartiment-là, il essaye de pouvoir gérer ces regroupements selon les résultats qu'il réalise. Il y a plusieurs tendances aussi. On connaît la position, par exemple, de Moïse Katumbi, qui lui veut une opposition républicaine, si je peux me dire, et Mozito et Fayoulou, qui eux vraiment se battent toujours pour la vérité des urnes. Comment ils concilient leur position au sein de la Mouka? Bien, je viens de vous dire qu'il y a des compartiments dans la Mouka. Mais tout ça, ça converge vers toujours une opposition. Vous savez, quand vous êtes dans une démocratie, que ce soit ici en Afrique ou en France, aux États-Unis, quand vous êtes de l'opposition, vous devrez avoir une position exacte sur ce qui se passe. Mais les acteurs politiques n'ont pas toujours la même ligne. La même ligne maîtresse. Vous verrez quelqu'un qui a une tendance d'aller vers le centre et il y en a un autre qui reste à l'extrême. Mais quand vous regardez, c'est toujours dans la même conception, la même tendance, la même direction. Je sais qu'on se prépare petit à petit, probablement, pour les élections locales. La Mouka se prépare pour les élections locales. On ne connaît pas encore la date, mais est-ce que vous êtes prête aujourd'hui pour... la Mouka est prête, pardon, pour les élections locales? Pour le moment, je connais beaucoup plus, du moins ma famille, qui est bien sûr les Katumbistes. Donc, c'est là où nous suivons, bien sûr. Vous connaissez ce qui se passe. Le président Katumbi a tendance de pouvoir créer son propre parti politique. Mais bon, les discussions sont à l'interne pour savoir si réellement c'est une bonne chose ou pas par rapport à la loi électorale. Nous tous, nous ne pouvons pas être on ne peut pas mettre tous les œufs dans un seul panier. Dans un panier, il faut maximiser les chances. Oui, bien sûr. Vous avez vu le FCC, ils ont essayé de diversifier et en allant avec cette diversification, toujours dans la tendance d'avoir une plateforme politique, mais ils ont obtenu de meilleurs résultats quand bien même. Il y a des contestations de gauche et à droite, tout ça. Nous prenons le tout premier sujet, mesdames et messieurs. Nous allons à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons parler des manifestations à Béni qui se sont poursuivies cette semaine. Et l'audience qu'a accordée le président de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, aux élus du Nord Kivu, et l'aide des États-Unis aux victimes au Nord Kivu. Le mouvement des grèves et des manifestations décrétées depuis une semaine déjà dans la ville de Goma contre l'inaction de la MONUSCO face au massacre commis par les rebelles ADF Nalu dans les Nord Kivu, dans la ville de Béni, s'est poursuivi ce lundi 2 décembre. Des tirs ont été attendus tôt les matins. La police et l'armée étaient mobilisés pour tenter de calmer les manifestants. La présence policière est constatée dans plusieurs points chauds de la ville. Cette journée décrétée ville morte est largement suivie dans plusieurs secteurs
secteurs n'ayant pas été fonctionnels tels que les écoles, les universités, le marché et d'autres secteurs. L'espace commercial le plus fréquenté de la ville de Goma, Bouréré, fonctionne timidement depuis la matinée. Malgré le communiqué officiel signé par le maire adjoint de Goma, Ndabereye Sinzege Juvenal, appelant la population à vaquer librement à ses occupations, les activités étaient toujours paralysées. Notons que le pape François a appelé les Congolais à renoncer aux armes pour un avenir qui ne soit plus les uns contre les autres, mais les uns avec les autres. Il a également prié pour la RDC, en particulier pour les territoires de Beni et Munembwe, ce dimanche 1er décembre dans la basilique Saint-Pierre pour fêter avec la communauté catholique congolaise d'Italie ses 25 ans de présence des péninsules européennes. Nous venons d'échanger avec notre présidente et nous pensons qu'il est important que la question de Beni soit une question qui puisse porter vraiment l'attention de tous les députés nationaux et nous pensons que ça va aller dans ce sens-là. Et donc à Beni, les populations n'ont pas cessé de se révolter de marche sur marche, mais également il y a des opérations qui sont menées et qui restent soutenues jusqu'à présent par toute la population, mais également les députés qui sont ici devant vous. Et donc la protection des populations, c'est ça le grand problème. Et pour cette protection des populations, nous continuons à appeler la police à mieux jouer ce rôle et nous demandons à des gens qui font des figurants de ne plus le faire, notamment la MONUSCO, de tirer les conséquences et de pouvoir déguerpir de la zone de Beni. Donc l'entretien que nous avons eu avec notre présidente a été un entretien très enrichissant et nous pensons que dans les jours qui viennent, cela va se poursuivre au sein de la grande plénière. La réponse c'est que les députés sont aussi, autant que la présidente l'avait suivi, elle parle sur la question de Beni, mais également il faut que les députés également puissent se saisir de cette question. Et donc nous continuons à croire que la question intéresse tout le monde et qu'elle va également continuer davantage à intéresser toutes les autorités pour des mesures idoines de protection des civils. Selon C-sur-7 qui relie l'étude de l'ambassade des USA, les populations touchées par les inondations dans les provinces du nord de la RDC bénéficieront d'une assistance directe de 500 000 $ américains de la part des USA. Ces sinistrés ont un besoin urgent d'eau potable, d'abri, de produits d'assainissement, de services de santé et d'autres articles et services essentiels souligne l'ambassade des USA en RDC. Elle indique par ailleurs que cette aide parviendra par les canaux de l'Agence des États-Unis pour le développement international, l'USAID. En outre, elle apporte tout son soutien aux efforts du pays de Félix Tshisekedi visant à construire un Congo en bonne santé et prospère. Pour rappel, 7 provinces de la RDC sont touchées par les inondations. Il s'agit du nord et sud Ubangi, du bas et haut Uélé, du Maniema, de la Mongala et de la Chopo. En visite à Zongo, le chef de l'État Félix Tshisekedi avait apporté une assistance directe constituée de vivres et a décidé d'un lotissement pour les victimes des inondations de ce coin de la RDC. Félix Tshisekedi a également lancé un appel à l'unité de tous les Congolais, quelle que soit leur appartenance politique. Il a aussi promis d'expédier un bac pour assurer la traversée entre les villes de Zongo et Bangui en RCA. Il s'est dénoté que 30 villages de Zongo ont été touchés suite à d'importantes crues de la rivière Ubangi. Monsieur André Mansumbu, c'est vrai que l'Est et l'Ouest, en tout cas la ville de Beni et la ville de Matadi à une très longue distance, mais j'aimerais savoir, est-ce que la population du Congo central se sent vraiment concernée par ce qui se passe à l'Est de la République? Absolument, madame. Les Né-Congo sont toujours branchés avec tous les frères de la République démocratique du Congo. Vous savez, je vais vous citer un exemple. En 1998-99, lorsque Mouzé Kabila va nécessairement dire que nous devons mener une bataille avec nos amis qui nous attaquaient, le Rwandais qui nous attaquait à l'Est, il a dit ceci: la guerre retournera de là où elle est venue. Et tous les Congolais, qu'ils soient du Nord, du Sud, de l'Est ou de l'Ouest, nous étions solidaires avec le peuple congolais. Tous, nous avons dit, on va mener la guerre et nous l'avons gagnée.
Et donc c'est la même chose par rapport à ce qui se passe à Béni. Il faut que tous les Congolais regardent. Une fois unis, donc l'aîné Congo est uni parce que vous trouvez dans notre armée l'aîné Congo qui font partie, qui meurent pour la nation. Et tout cela démontre que nous n'avons pas laissé les autres amis, les autres Congolais qui sont en difficulté au sein de notre République. Okay. Et donc, le Congo, nous sommes tout à fait, c'est simplement concernés à ce qui se passe à l'est du pays. Nous avons suivi aussi les députés provinciaux qui ont été, le président de l'Assemblée nationale, pardon, qui a reçu les députés du Nord Kivu pour parler de cette situation à Béni. Pour vous, qui êtes une élite, André Massoumbou, comment faire pratiquement pour mettre fin à cette situation à l'être? C'est depuis, en tout cas, plus de 20 ans, depuis les années 1990, depuis l'ouverture de ce corridor, on se rappelle en 1994, pardon. Comment faire pour casser ce cycle de violence à l'est de la République? Bien, vous savez très bien, au niveau de l'Est, aujourd'hui c'est Béni, mais il y a eu aussi des grandes tensions, si vous voulez, les grands affrontements entre nos voisins, que ce soit les Ougandais, que ce soit les Rwandais, qui ont attaqué les territoires comme Rutshuru, Lubero, tout ce que... Vous savez ce qui s'était passé en 1994 avec une entrée importante de la population par rapport aux homicides qui se sont déroulés au Rwanda. Une grande partie des Rwandais ont été déversés chez nous. Et tout cela a créé des petites tensions. La même chose au niveau de Béni et Butembo. Vous avez l'ADF. L'ADF, c'est, en fait, ce sont les Ougandais. Des bras séculiers un peu, quoi. Oui, oui. Ils sont venus. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser dans un premier temps, bien sûr, l'armée. Les armées doivent travailler, mais aussi la diplomatie entre nos voisins. Pourquoi? Donc vous comprenez les sorties du chef de l'État pour aller parler à ses homologues rwandais, ougandais, burundais, tanzaniens. Il doit continuer à intensifier cette diplomatie. Et même la diplomatie militaire doit être intensifiée pour trouver des solutions. Quelles sont les causes profondes, les causes lointaines ou récentes de cette guerre? Il faut que nos députés nationaux qui sont là puissent nous expliquer tout à fait réellement pourquoi il y a toujours la guerre à Béni et qu'on n'arrive pas à... Le président de la République lui-même a dit qu'il va mettre un quartier général de l'armée à l'est, près de Béni, plus particulièrement à Goma, pour que l'armée puisse pouvoir défendre notre province, notre partie de la République. C'est toujours nos provinces. Nos provinces, notre partie de la République. Et donc, moi je suis tout à fait d'avis, s'il a mis à Goma, et par rapport, si vous voulez, à l'aéroport, parce qu'il faut quand même que sur le plan logistique, tout cela soit beaucoup plus proche. Mais je crois qu'on doit intensifier, on doit créer des routes, des corridors, comme tu l'as dit, qui peuvent permettre d'aller de Goma à Béni facilement et pouvoir aider. Que pensez-vous de la mutualisation des forces? Ces derniers temps, on en a parlé, la mutualisation des forces, et on se rappelle qu'à l'époque, Vital Kamerhe avait perdu son poste de président de l'Assemblée nationale à l'époque, peut-être parce qu'il n'était pas très content de l'arrivée des forces rwandaises chez nous à l'époque. Vous croyez que cette mutualisation des forces est une bonne chose pour mettre fin aussi à cette situation à Béni, à l'est de la République en général? Bon, si c'est sincère, cette mutualisation, je suis tout à fait d'accord. Mais je ne crois pas qu'il y a une certaine sincérité en matière d'armée. Comment voulez-vous mettre ensemble 2 ou 3 armées pour pouvoir affronter? Je précise d'ailleurs, le ministre de la Coopération, Pépin Guillaume Manjolo, a dit pas des forces mais des renseignements, la mutualisation des renseignements. Il faut être plus précis. Donc il faut que les services de renseignement travaillent ensemble pour bouter dehors les terroristes, les rebelles. Oui, il faut le faire, mais même quelle que soit la méthode utilisée, même si ce sont les services de renseignement, il faut encore dire que est-ce qu'il y a sincérité entre nous, avec nos pays voisins? Oui, on peut le faire,
mais il faut être toujours prudent. Sinon, la RDC sera toujours le dindon de la farce. Tout à fait, tout à fait. Les inondations dernièrement, c'est aussi au Congo central. Banzangungu a été aussi touché par les inondations. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça, c'est le changement climatique, André Masumbu, ou c'est vraiment les gens construisent en désordre? Qu'est-ce qui se passe avec les inondations? Ou ce sont simplement des catastrophes naturelles? Ça bien arrive, que les inondations ne soient pas seulement un cas de la RDC, parce que même dans les pays développés, vous les voyez, madame, que ce soit aux États-Unis, que ce soit à l'Orient, que ce soit en Europe, nous voyons actuellement beaucoup d'inondations, beaucoup de maisons qui sont emportées. C'est les changements climatiques. Et d'ailleurs, pour parler de chez nous, il faut savoir que les jeunes gens, bien sûr les entreprises d'exploitation forestière coupent nos arbres. Mais c'est une chose parce que nous obtenons de l'argent. Mais attention, pour l'avenir, vous réchauffez la terre et il y a des répercussions qui peuvent arriver. Vous ne replantez pas, vous êtes député provincial. Quand même, quand on coupe, on doit replanter, non? Il n'y a pas une politique de reboisement des forêts qu'on coupe au Congo central? Voilà, au Congo central, on a tout à fait supprimé le problème de déboiser. Mais il y a une politique de reboisement. En principe, quand on coupe un arbre, on paye à l'État une taxe réservée au reboisement. Malheureusement, ces taxes-là de reboisement sont mal utilisées, va dans les poches des individus, et cet argent, même si c'est versé dans les trésors, ce n'est pas utilisé pour faire en place une politique de reboisement. Et tant que ça sera comme ça, les réchauffements de notre pays, de la terre, va continuer. La RDC risquerait de devenir un désert. Tout à fait. Ça, c'est d'une part. Parce que quand la RDC garde sa forêt, les effets ne se font pas mesurer seulement au niveau de la RDC, mais ça a une implication directe au niveau planétaire. C'est le deuxième poumon du monde. Hein, absolument, absolument. Donc, faisons attention parce que dans les jours à venir, nous risquons de perdre l'ozone. Nous allons parler, mesdames et messieurs, Nous allons aller d'ailleurs au Congo central. Vous le savez, ce qui se passe, c'est vraiment le Congo central qui a été une province très calme. Mais aujourd'hui, il y a trop de remous au Congo central. Comme j'ai presque une bouche autorisée à un député provincial de cette province, nous allons un peu savoir ce qui se passe réellement au Congo central. Et nous allons d'abord avoir la réaction de Maître Michel Bakajika par rapport à la réhabilitation du gouverneur Atou Matubwana et de son vice-gouverneur Justin Luemba. Et nous allons parler de la nomination de lieutenant, la réaction de l'ONU par rapport à la nomination de certains généraux à l'est de la République. D'après Maître Michel Bakajika, la réhabilitation d'Atou Matubwana et Justin Luemba, respectivement gouverneur et vice-gouverneur du Congo central, est légale. Donc nous, en ce qui nous concerne, nous pensons que c'est de bon droit que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur ait pris la décision de réhabiliter ces deux personnalités au-delà de toute convenance politique et ainsi de suite, mais sur le plan de droit, la suspension ne se justifiait plus parce qu'il n'y avait aucune action ni parlementaire ni judiciaire engagée contre les deux personnalités. Alors on pouvait les maintenir en suspension pendant combien de temps? Ça n'était plus d'actualité et donc c'était logique que ces derniers choisissent le moment opportun pour les réhabiliter. Nous pensons qu'il n'y a pas eu entorse de la loi, madame. Sur le plan de l'éthique et morale, Justin Luemba devrait normalement renoncer à son poste du vice-gouverneur de cette province, a fait savoir Michel Bakajika. Sur le plan de l'éthique, de la morale, l'éthique professionnelle, il pouvait bien se dire j'ai été vu torse nu parce que moi je n'ai pas vu là où on montrait ses parties intimes. Il avait porté un pagne et donc il pouvait se dire bon je quitte le poste. Mais ça ce n'est que sur le plan de l'éthique, ça ce n'est que sur le plan de la morale. Mais sur le plan de droit, il peut bien continuer ses fonctions tant qu'il n'y a pas eu des actions judiciaires ou une action parlementaire. Pour rappel, le gouverneur du Congo central et son adjoint, tous deux, ont été suspendus pour avoir été impliqués dans un scandale sexuel qui a fait le tour des réseaux sociaux. Antonio Guterres nomme le lieutenant-général Ricardo Augusto comme commandant de la force de la MONUSCO. Il succède au lieutenant-général Elias Rodrigues Martins Filho du Brésil.
qui a achevé son mandat le 31 octobre 2019 et que le secrétaire général de l'ONU a remercié pour son dévouement et son leadership à la composante militaire de la MONUSCO. Ricardo Augusto Costa Neves a mené une carrière militaire distinguée au sein de forces armées brésiliennes pendant plus de 30 ans, notamment en tant que commandant de l'académie militaire où il était responsable de la formation et d'éducation de jeunes officiers. Plus tôt dans sa carrière, il a été commandant de la 17e brigade d'infanterie de la jungle en 2015 et 2017, ainsi commandant de la 72e brigade d'infanterie en 2008 et 2010. Ici est de rappeler que le lieutenant général Costa Neves a également une expérience dans le maintien de la paix, ayant été observateur militaire à la mission de vérification des Nations Unies en Angola de 1995 à 1996. Actuellement directeur de l'évaluation et de la promotion au commandement de l'armée brésilienne depuis fin 2018. Il est diplômé de l'école supérieure de guerre de défense au Brésil. André Massombo, nous avons suivi Maître Michel Bakajika. Question directe. C'est légal ce qu'a fait le vice-premier ministre pour la réhabilitation du gouverneur Atou? C'est légal, hein? Bien, je vais vous dire très sincèrement, je crois que nous suivons tous les radios et les télévisions de notre République. Le VPM de l'intérieur, au départ, il disait qu'il n'a jamais, lui, n'a jamais suspendu le gouverneur. C'est ce qu'il a dit. Mais nous savons que Basile Olongo, qui était alors à ce moment-là ministre de l'Intérieur, après ces scandales sexuels qui s'est déroulé au Congo central, tel que ça a été diffusé à travers toutes les images, bien à ce moment-là, moi-même qui vous parle, dès que nous sommes rentrés le 30 septembre en session ordinaire, je fais une motion de défiance contre M. Atou Batoumona, gouverneur de province du Congo central. Et cette motion a été déjà débattue le 4 décembre, où nous avons pu décider de les relever de ses fonctions. Mais par rapport au il y a eu deux positions tout à fait paradoxales à l'Assemblée provinciale. C'est vrai que vous allez répondre à la question. Je profite, comme il y a cette petite pause. Il y a eu deux positions presque contradictoires à l'Assemblée provinciale du Congo central. Vous avez voté à un moment contre la levée de toute immunité pour le gouverneur Atou. Donc, il ne devait pas être poursuivi par la justice. Et après quelques temps, vous votez pour qu'il démissionne. Qu'est-ce qui se passe avec les députés provinciaux du Congo central? La même assemblée, deux positions différentes en quelques laps de temps. Madame, il faut comprendre. La première position, c'est le procureur général près de la Cour de cassation, après avoir entendu tous les témoins qui ont vécu cet événement, fait des enquêtes par le parquet, et il a vu, il a analysé, il a fait un réquisitoire. Ce réquisitoire était tout à fait clair, où il disait que M. Atou Batoumona était et commanditaire, pas était, ou serait, non, et commanditaire de tout ce qui s'est passé. Et donc on devrait les libérer. Il a demandé l'autorisation des poursuites. Il a demandé à l'Assemblée provinciale de poursuivre Atou Batoumona. Donc de lever les immunités. Il n'y a pas d'immunité. Il n'y a pas d'immunité à lever. Il n'y a pas d'immunité. Non, c'était simplement pour vous poser la question pour si on peut poursuivre le gouverneur. Oui, parce qu'il est vraiment c'est le juge des gouverneurs. C'est plutôt la Cour de cassation. Donc vous avez dit non. À l'époque, vous avez dit non. Attendez, attention pour dire ces noms-là. Vous savez ce qui se passe en province, madame. C'était sous désintéressement. C'est-à-dire que les députés n'ont pas été libres.
il y a eu pression, il y a eu pression ou des enveloppes. Il y a eu des pots de vin. Il faut le dire clairement. Il y a eu des pots de vin. Il y a eu des pots de vin. Et les résultats étaient des 19 pour qu'ils soient poursuivis et 21 contre. Bien sûr, il y a eu un député qui n'était pas là. Et donc, par rapport à ces résultats-là, puisqu'il y a eu beaucoup plus de pots de vin, on peut le dire, ben, ils ont gagné. Mais les 19 qui ont voulu qu'ils soient poursuivis n'ont jamais été intéressés. Donc, ils ont voulu que l'éthique, la morale des Né-Congo a été souillée. Ils ont jeté l'opprobre au peuple Né-Congo. Et c'est évident que moi, ayant constaté ces résultats, j'ai trouvé que ça ne cadre pas. Je suis revenu pour faire une motion de censure. Et cette motion a été votée. Je crois que vous comprenez pourquoi il y a eu deux positions à la fois. Mais vous avez suivi aussi Maître Michel Bakajika. Il a dit, bon, le VPM ne peut que faire cela, puisqu'il n'y a plus de poursuite. On ne peut pas le laisser comme ça, la nature a horreur du vide. Soit on le révoque carrément, soit il redevient un gouvernant. Il a choisi, selon la loi, la loi est dure, mais c'est la loi, il redevient gouvernant, parce qu'il n'y a plus de poursuite sur le plan de la justice par rapport au gouverneur. Non, l'Assemblée provinciale a fait des démarches. Notre président ainsi qu'une équipe de députés provinciaux ont fait des démarches auprès du VPM lui-même, auprès de la présidence de la République, auprès de certains services de l'État, auprès de l'Assemblée nationale. Tout ça, c'est pour intéresser que nous ne voulons pas de ces gouverneurs qui a jeté de l'opprobre à notre population. Et donc, les démarches ont été faites, mais ils ne voulaient pas écouter. Et d'ailleurs, madame, il a réhabilité à Toubatoumana. Mais en réalité, vous avez vu, 2 jours après, il a été frappé par cette motion qu'il attendait. Qu'est-ce que s'est réellement passé? Une question directe aussi, André Massombo. Délocaliser l'Assemblée provinciale, je répète, est-ce que c'est légal, cette délocalisation? Est-ce que c'est légal? Puisque les gens qui disent que non, vous avez siégé dans une, je ne sais pas si c'est une chambre d'hôtel ou dans une salle, on ne sait pas où, ou sous les arbres, c'est devenu à la mode avec les assemblées provinciales. Est-ce que c'est légal? Le Congo, d'abord, c'est un peuple organisé. Nous n'étions pas dans une chambre d'hôtel, nous étions dans une salle. Dans une salle. Merci de la précision. Il faut corriger parce qu'il y a une partie d'éthique là-dedans. C'est dans une salle. Okay. Dans une grande salle. Alors, maintenant je réponds. Légal, ce processus. Ok, je réponds à votre question. La délocalisation est tout à fait légale. L'article 5, l'article 64 de notre règlement intérieur le reprend. Un règlement intérieur d'une assemblée provinciale a toujours les sous-bassements de l'institution qu'on appelle la Cour constitutionnelle, qui donne l'aval, qui certifie que tout ce que vous avez mis dans votre règlement intérieur est légal. Et puisque ça a été certifié, donc notre article 5 et 64 qui demande qu'en cas d'impossibilité de tenir vos plénières à l'Assemblée provinciale, au siège de l'Assemblée provinciale, le président peut décider de la délocalisation. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a délocalisé? Madame, il y a eu bagarre, hein. On a vu les images. Il n'y a pas eu de bagarre. Il n'y a pas eu de bagarre. Il n'y a pas eu de bagarre, madame. Le mobilier à l'Assemblée provinciale du Congo central, d'accord, mais il n'y a pas eu de bagarre. Détruit, vous me voyez avec des plaies? Non, il n'y a pas eu de bagarre. Il n'y a pas eu de bagarre. Je vais vous raconter courtement d'ailleurs. Oui, courtement, la télé. Le rapporteur est allé lire, va faire l'appel nominal des députés. Et ça s'est fait en province. Il est arrivé là-bas, il a commencé à lire et il a inséré des noms des députés qui étaient élus, bien sûr, mais qui travaillent comme des ministres. Qui sont devenus des ministres. Okay. Et ils n'ont jamais été reçus de nouveau. Parce que pour regagner l'Assemblée, il faut un processus. Ils ont des premiers suppléants qui étaient déjà là comme députés. Et donc, pour les faire partir, il y a un processus. Ce n'est pas en un jour. Mais, Atoubouana ayant perdu la majorité, il a voulu avoir
gratter pour avoir 2 députés supplémentaires pour améliorer son score. Malheureusement, ça ne se fait pas de cette façon-là, c'est illégal. Le président a dit, nous allons en parler dans le débat. Et la motion qui avait été prononcée par le rapporteur lui-même qui faisait l'appel a été rejetée. Et à partir de là, on devrait continuer notre ordre du jour. C'est à ce moment-là que 4 députés, je peux les citer, Nkongo de Tchela, Loufwa de Lukula, Malonda Valérie de Matadi et Matondo Kwanzambi de Boma ont commencé à crier, siffler pendant 4 heures, injurer le président, en prendre le micro, le jeter, prendre le micro du président et le podium où les députés s'expriment. Ils ont pris les micros, ils ont déchiré, ils ont balancé tout ça par terre, ils ont pris même le banc où étaient assis une partie des députés qui se mettent devant, ils ont cassé ces bancs, et même certains collègues n'ont même plus retrouvé leurs papiers, et pendant 4 heures... C'était ce tintamarre-là à l'Assemblée. Oh là là! Mais c'était un lion enragé. Il a cassé tout. Et nous étions là, tout à fait calmes, on les voyait. Nous provoquant par des injures, par ceci, par cela. Et on ne s'entendait pas. Le président, on lui a envoyé une lance-voix qui lui permettait de parler. Dans ce brouhaha, il a demandé que si ça continue comme ça, je vais devoir délocaliser. Vous vous rendez compte, madame, que le président de l'Assemblée provinciale demande à la police affectée à l'Assemblée provinciale de pouvoir faire sortir les députés. Les policiers sont restés pantois, sans pourtant bouger. Ce qui démontrait qu'il y a eu aussi là, encore, des pots de vin. Des pots de vin. Ils ont donné de l'argent aux policiers pour ne pas agir. Nous étions dans l'insécurité. Et il y avait des plans B pour jeter des pierres sur les députés qui restaient tout à fait calmes et silencieux. Et regardez les fauves qui étaient tout à fait blessés. Et c'est à ce moment-là que le président a demandé la délocalisation. Monsieur Atou Batoumon est-il aujourd'hui gouverneur du Congo central? Pour nous, il n'est plus gouverneur. Nous l'avons relevé de ses fonctions. Ok. C'est la question que nous voulons savoir parce qu'il y a des bruits qui courent qu'il a repris son travail calmement parce que ça a été illégal cette délocalisation. Vous m'avez répondu que pour vous, les députés provinciaux, il n'est plus gouverneur. Et oui, je le confirme. Il a été signifié par les rapports qui avaient été rédigés par l'Assemblée provinciale. Il a été signifié. Nous attendons les 48 heures. C'est demain que les 48 heures seront accomplies à minuit. Voilà, nous continuons toujours dans la même lancée. Nous avons parlé de l'action disciplinaire contre le VPM de l'intérieur. Vous savez un peu ces propos entre le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, toujours par rapport à cette situation. Le Premier ministre, vous l'avez suivi, qui a dit qu'il a découvert, comme tout le monde, la réhabilitation du gouverneur Atou Batoumana et qu'il a demandé quelques explications à son vice-ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre de l'Intérieur, et la réaction de quelques députés nationaux par rapport à l'agression du vice-premier ministre de l'Intérieur. Dans sa lettre, le Premier ministre Ilunga dit avoir été surpris d'apprendre la levée de la suspension qui frappait les gouverneurs et les vice-gouverneurs de la province du Congo central par les vice-premiers ministres de l'Intérieur. Sylvestre Ilunga Ilukamba qualifie cette décision de Gilbert Kakonde d'un outrage à son autorité qui nuit à l'unité et à la cohésion gouvernementale. Il rappelle en effet qu'en tant que Premier ministre, c'est à lui que doit revenir la compétence d'assurer la cohérence de l'action gouvernementale, de tracer les orientations à suivre avec les autres membres du gouvernement et d'exercer l'arbitrage entre eux. Par conséquent, les chefs de l'exécutif précisent qu'aucune décision de cette importance ne pouvait être prise sans son avis.
Compte tenu de la gravité de l'affaire Sextap au Congo central, impliquant Atou Matubwana et Justin Luimba, les vice-premiers ministres de l'Intérieur est sommé de fournir des explications sur la réhabilitation des concernés au Premier ministre dans les meilleurs délais. Rappelons que 24 députés provinciaux du Front commun pour les Congos ont voté pour la destitution du gouverneur Matubwana lors de la plénière du mercredi 4 décembre. Il s'y est également dénoté que le vice-premier ministre Kakonde a été agressé au Parlement par 2 députés du Congo central. La plénière s'est vite apaisée après les répliques des interpellés. Gilbert Kankonde, vice-premier ministre de l'Intérieur, a axé son intervention sur des volets. Il a tout d'abord abordé la question liée aux inondations enregistrées à Kinshasa entre le 25 et 26 novembre dernier. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur est revenu sur les causes de ces catastrophes. Il a également évoqué les mesures envisagées par les gouvernements sous l'autorité du chef de l'État pour prévenir ce genre de situation. Une aide substantielle a été débloquée pour venir en aide aux sinistrés et aux familles déplorées, a-t-il fait savoir. S'agissant des bénis, les FARDC ont lancé depuis octobre dernier une offensive contre les groupes armés dont l'ADF, a expliqué Gilbert Kankonde aux élus. Au ministre d'ajouter que les FARDC ont renforcé leurs méthodes et l'effectif pour mettre fin à l'insécurité dans l'Est, plus précisément à Béni. Le ministre de la Défense a quant à lui sollicité l'augmentation du budget alloué aux forces de sécurité. Selon Atamatabe, les FARDC ont déjà éliminé 4 des 6 leaders ADF. Plusieurs villages et sites sont déjà récupérés par les forces congolaises. Il a pour sa part invité les députés nationaux à soutenir les actions du gouvernement et à multiplier des initiatives de sensibilisation de la population en vue d'une victoire totale. André Massumbo, question directe, j'aime bien. Y a-t-il un rapprochement entre Atou Matubwana et le vice-premier ministre de l'Intérieur? Oui, il y a un rapprochement pour la simple raison que lorsque il a reçu les députés provinciaux et les députés nationaux ensemble, qu'il se rappelle que les députés provinciaux et nationaux ont voulu demander tout à fait le départ de M. Atou Matubwana. Mais comme il ne pouvait pas prendre une décision seul, bien, il fallait peut-être que nous, ces dossiers-là, nous reviennent au niveau de l'Assemblée provinciale. Mais il faut noter quand même qu'il y a une certaine divergence de vue entre lui et les députés, parce que l'éthique, la province du Congo central a été souillée et nous avons essayé de lui expliquer calmement. Expliquer au VPM? Au VPM, oui. Mais les députés ont compris de quelle manière, sans consulter le Premier ministre, il va réhabiliter Atou Matubwana. Est-ce que c'est dans ses prérogatives, cette réhabilitation, sans passion? Est-ce que c'est dans ses prérogatives? Est-ce qu'il est ministre de l'Intérieur, il peut le faire, c'est dans ses prérogatives. Hein. Il faut toujours consulter le Premier ministre. Il a dit d'ailleurs, c'était un outrage à son autorité, et c'est là, sape la cohérence du gouvernement. Mais alors comment ça va se passer? Vous dites qui n'est plus gouverneur, et on a appris, nous suivons un peu ce qui se passe au Congo central, que dès qu'il a été réhabilité, il a mis hors circuit celui qui l'a remplacé comme gouverneur. Alors comment ça va se passer? Quelle est l'ambiance aujourd'hui au Congo central aujourd'hui? L'ambiance, vous êtes intellectuel, il faut vous calmer. Moi je demande à tous les Né-Congo de se calmer. Parce que moi je suis congolaise, ce qui se passe au Congo central m'interpelle. Je me dis qu'il ça ne va pas au Congo central. Oui, mais attendez, nous avons pris la décision. Atou Matubwana a été élu par l'Assemblée provinciale. Et nous sommes capables de le démettre. Nous avons pris la décision. Et c'est le président qui doit prendre acte. Le président de la République. Le président prend acte et il doit mettre à côté ce monsieur. La première possibilité, le président. La deuxième possibilité, la démission. Si vraiment il devrait démissionner dès demain, lundi, jusqu'à minuit, il doit déposer sa lettre
devant le président de la République. Et s'il ne le fait pas, André Massombo, il va gouverner par défi. Oui, il va gouverner par défi. Comment ça va se passer? Eh bien, nous avons quand même un président de la République, nous avons un Premier ministre, ils prendront les décisions. Sur cette base, selon la loi. Mais aujourd'hui, qui gouverne le Congo central maintenant? Je vous dis que jusqu'à demain à minuit, c'était toujours lui. Mais à minuit, il va perdre son mandat. Il ne sera plus gouverneur. Tout ce qu'il a fait là, aujourd'hui, il est rentré pour être salué par la population. Banzangongo, Kimpese, maître, tout ça. C'est nul, nul et nul est fait. Vraiment, sur le plan légal, demain minuit, il devrait partir. Question quand même assez pratique. Nous connaissons la cohérence, comme le dit si bien le Premier ministre Enukamba, la cohérence, l'unité du Congo central, du peuple Congo aujourd'hui, et devant le monde, devant la population congolaise, il y a une sorte de fissure, de cassure dans cette unité. Est-ce vrai? Il y a cassure dans la population du Congo. Il y a les pour à tout, les contre à tout. On voit les manifestations. Est-ce qu'il n'y a pas cassure dans les habitants du Congo central? Non, il n'y a pas cassure. Vous voyez tout ça parfois en Belgique ou dans d'autres pays. Vous voyez les Wallons contre les Flamands. Mais vous verrez que dans cette guerre-là, il y a toujours des gens qui sont peut-être pour ou contre. Mais l'éthique, il n'y a pas de discussion, madame. Vous êtes d'accord avec moi? Et je crois que tous les Né-Congo, au moins, qui ont encore de la valeur morale, devraient nécessairement soutenir son départ. Là, il n'y a aucune discussion à faire. Nous n'avons pas encore touché d'ailleurs sa gestion. Quand on touchera la gestion, ce sera encore grave, madame. Il n'a fait qu'aujourd'hui à peine 8 mois ou à peine 5 mois qu'il a dirigé. Donc, il y a lieu, je parle de son mandat où il a gagné. Mais avant, il avait quand même plus ou moins 6 mois encore avant, quand Mbadou existait, le fin Mbadou, paix à son âme. Quand il existait, il a poursuivi la fin du mandat de Mbadou jusqu'aux élections. Et donc, moi, je peux dire qu'il est pro à tout, les contre à tout, c'est dans la loi, dans tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'était passé, un jeu démocratique. Donc, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de problème entre tribus, parce que quand vous regardez les composantes, vous les retrouvez, et ceux du bas-fleuve, et ceux du cataracte, et ceux de Lukaya, de part et d'autre. Donc, il n'y a pas de problème quelconque. Mais c'est plutôt, nous sommes ceux qui veulent la vérité, c'est-à-dire les pros, pour garder nos valeurs éthiques, nos valeurs morales. C'est ça qui est la dignité même du Congo central. Nous sommes, nous, le Congo central, je ne me vante pas, mais quand même, le Congo central, partout où on est passé, les autorités nous disaient, mais vous, le Congo central, vous savez que vous êtes les gardiens du temple. C'est encore là qu'on peut trouver de grandes valeurs morales. Mais si vous vous comportez comme ça, tel qu'Atou l'a fait, mais alors rien ne reste encore au Congo. Comme je suis avec vous, vous êtes député provincial du Congo central, cette question du pont entre Brazzaville et Kinshasa, je ne peux que vous poser. Vous avez suivi les propos du chef de l'État qui a dit avant qu'il y ait la construction de ce pont, il faut d'abord qu'on bâtisse le port en eau profonde de Banana. Quelle est votre appréciation de ce propos du chef de l'État? Nous appuyons, nous sommes contents, c'était une longue marche, vous avez vu combien nous avons marché au Congo central pour essayer de faire comprendre à tous nos frères et sœurs de la République démocratique du Congo que si on jette ces ponts-là sans qu'on puisse construire les ports en eau profonde, c'est diminuer nos recettes de la République démocratique du Congo, c'est nuire même le Congo central, et à ce moment-là, nous ne serons plus assez solidaires par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je ne vais pas terminer en tout cas ce dossier sans parler des assemblées provinciales. Beaucoup des internautes, beaucoup de compatriotes disent que à quoi servent les assemblées provinciales si ce n'est que faire chasser les gouverneurs, des motions de défiance, ceux qui vont laisser binoter dans le gouverneur, vous cherchez des poux à la tête sur la tête des gouverneurs. Quelle est vraiment l'importance des assemblées provinciales?
à quoi ça sert les assemblées? Ce sont des assemblées budgétivores et tout ça. Et j'ai ouï dire, si c'est vrai, si c'est faux, depuis que vous êtes député, on ne vous paye pas bien. Je voudrais avoir vraiment de précision par rapport à ça, parce que beaucoup de députés professeurs disent ils ne sont pas encore payés, ils ne sont pas bien payés. Alors, répondez-moi par rapport à ça. Est-ce que vous sentez que vous jouez un rôle dans ce pays? Merci. André Massoumi. Bien, merci. Nous jouons un rôle important. Parce qu'on ne peut pas laisser à un gouverneur... C'est ça, c'est que faire et défaire les gouverneurs. C'est que ça. Hein. Non, que vous faites, je dis, attendez, je vais arriver. Il ne faut pas laisser à l'exécutif à l'exécutif seul diriger la province. Il faut qu'il y ait des gens qui légifèrent au niveau des édits, donc les lois qui sont applicables au niveau de la province. Il faut que ces assemblées provinciales existent, parce que c'est à travers ces lois, ces édits-là, que la province peut fonctionner correctement. À quelque part, on peut corriger certaines actions, orienter, faire des réformes grâce à ces édits. Deuxièmement, l'Assemblée provinciale a pour rôle de contrôler l'exécutif provincial pour voir si les ressources qui sont mises à leur disposition arrivent à bon escient. Ça, c'est d'une part. Ensuite, contrôler les recettes pour voir quelles sont les faiblesses, faire des assignations à tous ces ministres provinciaux afin d'atteindre ces assignations et améliorer les conditions du travail de la province, développer la province sur le plan des actions, parce que la province a aussi un rôle à jouer, construire des ponts, faire des routes. Alors, si l'Assemblée provinciale n'est pas là, vous devez savoir que l'Assemblée nationale n'a même pas de soucis, pas beaucoup de soucis sur les provinces. Pas beaucoup de soucis. Je me demande comment on va construire les bâtiments dans les nouvelles provinces qu'on vient de créer. Nous sommes 26. Et si les provinces ne prennent pas en charge, n'ont pas d'assemblée provinciale, ne suivent pas, ne légifèrent pas, mais moi je vous dis, à ce moment-là, il y aura un grand fiasco, c'est la décentralisation. Je continue. Nous ne sommes pas payés. Oui, c'est vrai. Nous ne sommes pas payés. 6 mois. 6 mois d'impayement? Oui. Et pourtant, je comprends pourquoi vous vous attaquez au gouverneur. Non, ce n'est pas ça. C'est aussi un étour. Le problème, ce n'est pas là. C'est pas là. C'est ça le problème. Le problème se trouve au niveau national. Et là, je regarde vraiment le gouvernement central. 6 mois d'impayement? 6 mois d'impayement. C'est partout, toutes les assemblées provinciales de la République? Tout à fait. À peine, je crois, je ne sais même pas s'ils ont payé un mois encore, mais il va rester à peu près 5 mois. 5 mois d'impayement à la fin de l'année. Et comment voulez-vous cela? Nous sommes la 3e province qui génère des recettes. Le Congo central. Et d'ailleurs, si on respectait la Constitution, nous devrons faire la retenue à la source. J'étais d'ailleurs content d'entendre le président de la République, dans son discours, le premier discours, parler des 40% qui seront appliqués. Et j'espère que cette application de cette loi-là, de la Constitution, sera effective. Même si on n'arrive pas à appliquer les 40%, mais que le président de la République décide quelque chose, ce n'est pas seulement en rétrocédant par rapport au sentiment du ministre des Finances ou le Premier ministre. Non! Là, il y a un découragement. Là, il n'y a pas compétitivité. Et à ce moment-là, nous diminuons notre productivité au niveau national. Parce que chaque province doit produire. Et sur base de sa production, il doit être rémunéré en fonction. Comme vous avez attaqué des... Et peut-être qu'à ce moment-là, excusez-moi madame, peut-être qu'à ce moment-là, on ne fera même pas trop de recours à la nation, au budget de la nation, pour nous payer. Comme vous avez parlé déjà du budget, nous y allons à l'Assemblée nationale, où on a déposé le projet de budget à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, et à l'examen adoption de la loi des finances à l'Assemblée nationale.
Plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit du gouvernement par la commission ECOFIN. Par exemple, l'accélération de la réforme du système fiscal, la finalisation de l'audit du secteur des télécommunications, le respect de procédures d'exécution des dépenses de l'État, mais aussi le respect du délai légal de dépôt de la loi des finances et l'amélioration de la rétrocession aux entités décentralisées. Sans oublier l'exécution des dépenses d'investissement en vue de créer de la richesse. La plénière du jour a enregistré plusieurs interventions des honorables députés. Lorsqu'il y a deux concepts qui se battent, d'un côté le réalisme et de l'autre côté l'idéalisme, il y a toujours un qui finit par battre l'autre. Certains penseurs même disent que le budget est un élément de conquête et de la reconquête du pouvoir. Honorable député sénateurs, j'interviens pour parler des crédits alloués au Fonds national pour la promotion de la femme et la protection de l'enfant. Cette structure qui doit travailler pour assurer la promotion de la femme congolaise de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud du pays, ne se trouve implanté qu'ici à Kinshasa. Les remarques des uns et des autres ont été prises en compte par le président de la commission ECOFIN, Rémi Massamba, en vue d'enrichir la loi sous examen. Ainsi, les recettes arrêtées pour le budget 2020 sont de l'ordre de plus de 15 000 milliards de francs congolais. Le projet de loi de finances exercice 2020 a été renvoyé au Sénat pour seconde lecture. Assemblée provinciale de Kinshasa, ce vendredi 6 décembre, le bureau du président de cet organe délibérant de la ville a connu une ambiance tout à fait particulière. Motif, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa s'y est rendu afin de procéder au dépôt du projet du budget de Kinshasa pour l'exercice 2020. Au sortir de ce tête-à-tête avec le président de l'Assemblée provinciale, le gouverneur Jean-Tini Ngobila a rassuré que ce projet répond bel et bien aux attentes des Kinois. Je crois que c'est un budget qui non seulement répond aux attentes des Kinoises et Kinois, mais aussi il reflète la vie des Congolais ici dans la ville de Kinshasa. Il y a une différence énorme. Il y a une différence énorme entre le budget que nous avons, le projet de budget que nous avons élaboré cette fois-ci par rapport au budget 2018. Il y a un écart énorme. La différence entre l'ancien budget et celui que nous avons confectionné cette fois-ci est de 63%. Signalons que ce projet est un budget-programme quinquennal redimensionné en une année. Ayant une augmentation de plus de 60%, ce projet du budget de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2020 a pour priorité le programme Kin Bopeto. Je repars chez vous au Congo central. On a déjà déposé le projet de budget pour 2020 au Congo central? Affirmatif, ça a été déposé. Mais vous savez qu'un budget, quand on se dépose, le budget 2020, ça, il faut passer par la reddition des comptes 2018. Vous avez fait ça? Oui, bon, c'est en cours. D'ailleurs, très bientôt, on va approuver le rapport de l'ECOFIN sur la reddition des comptes. Puis on va entamer maintenant le budget proprement dit. Mais je vais dire un mot sur ce budget. Oui, je sais que pour la ville de Kinshasa, nous commençons pour la ville de Kinshasa, pour faire ce petit parallélisme. Là, en tout cas, la priorité sera mise, le grand programme, ce sera le programme Kin Bopeto. Vous savez comment le gouverneur se bat pour redorer la ville de Kinshasa, en tout cas, lui rendre sa belle robe d'attente. Quelle est la priorité pour le Congo central dans ce budget 2020 qu'on a déposé? Le budget tel que je l'ai lu moi-même, disons que c'est concentré vers le développement des routes du Congo central. Quelle route? Des desserts agricoles? Des desserts agricoles. Des desserts agricoles parce que nous avons des routes nationales, c'est le gouvernement central qui s'en occupe. Et puis, nous avons bien sûr nos recettes internes. Comme la réhabilitation de la route Matadi-Mwanda, ça c'est le Non, c'est le gouvernement central. Ça, c'est le gouvernement central. De Kinshasa jusqu'à Mwanda, c'est le gouvernement central. Jusqu'à Tchela, c'est le gouvernement central. Mais il y a des
de routes, de pistes. Et par exemple, quand vous commencez à Kisantou pour la Kimvula, 142 km à peu près, ça c'est la province. Même si on dit c'est la RN 16, mais bon, quand vous venez ici pour regarder, vous lisez le budget national, bien, on prévoit quelque chose, mais ça ne sera jamais réalisé. Donc il faut que nous-mêmes, au niveau de la province, nous fassions un petit effort. Vous voulez parler, vous avez un mot par rapport au budget de Kinshasa? Le budget de Kinshasa, j'apprécie bien, mais comme je ne connais pas la hauteur, tout ça, parce que dans les budgets des provinces, il faut toujours savoir mettre un accent sur les recettes internes et les recettes externes qui proviennent du gouvernement central. Mais si le gouverneur de la ville de Kinshasa pense que tout l'argent qu'il a mis, qui est la République, donc le gouvernement central, va rétrocéder à la ville de Kinshasa, il compte sur cet argent-là. Je lui demande d'être très pessimiste, de voir beaucoup plus sur ses recettes internes, les recettes de la DGRK. Vous en avez aussi au Congo central? Oui, nous en avons, mais ici c'est DGRK. De travailler plus sur ces recettes-là, qui sont beaucoup plus certaines que d'avoir, de compter sur le gouvernement central où il y a une certaine incertitude de réalisation. Et parce que vous voyez, cette rétrocession de 40%. Rien, les investissements ne viennent pas. Mais pourtant, c'est prévu dans le budget central, si je ne me trompe même pas. Si c'est prévu, les institutions il n'envoie pas. Le ministre des Finances et du Budget, tout ça, il s'en occupe même pas des provinces. Donc, il faut que les provinces fassent des efforts sur les investissements ou compter un peu sur les organismes internationaux qui essayent de faire un effort. Mais sur le budget d'investissement même, non. Si Kinbopet doit se réaliser, alors ça doit être des recettes internes de Kinshasa, de DGRK. Là, je suis d'accord. Voilà mon petite opinion que je peux émettre. Et même s'il faut donner un conseil à notre gouverneur de la ville de Kinshasa, mettez l'accent sur ça. Merci. Ok, nous allons continuer, mesdames et messieurs. Nous allons parler de cette interdiction du ministre des Affaires foncières par rapport au titre foncier. Il a dit qu'on y mette un peu le haut là par rapport à l'octroi des titres fonciers et l'annonce de paiement des enseignants qui ont été non payés. Il y a eu cette annonce. Après avoir effectué la ronde de sites à problème qui ont causé des dégâts au pays, la République démocratique du Congo, le ministre des Affaires foncières Aimé Molendo Sakombi a pris une série de mesures pour stopper la poussée de maisons sur les sites non constructibles. Le numéro 1 des affaires foncières de la RDC estime qu'il est formellement interdit aux conservateurs de titres immobiliers et aux chefs de division du cadastre la délivrance des titres fonciers sur le site non constructible à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour éviter de revivre de nouveaux épisodes malheureux. Il s'agit des emprises des lignes de transport électriques et hydrauliques, des emprises des routes de rivières, des sites érosifs et les espaces collinaires de plus de 15% de pente, des abords des aéroports et de pistes d'aviation, ainsi que les autres cas de prohibition qui trouvent leur fondement dans la loi. Le ministre Molendo a ensuite rappelé que cette mesure d'extrême urgence est provisoire en attendant la mise en place d'une commission plurisectorielle telle que décidée lors de la 12e réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 29 novembre 2019. Après le bien son maître, Molendo Sakombi passe à la vitesse supérieure avec cette interdiction d'octroi de titres aux propriétaires de constructions anarchiques. Une manière pour lui d'éviter de nouvelles catastrophes au pays suite à l'inconscience de quelques brebis galeuses et affairistes qui plombent l'administration publique. Par conséquent, les patrons des affaires foncières préviennent que le récalcitrants seront sévèrement sanctionnés conformément à la loi. Le président de la République a tenu ce vendredi 6 décembre la 13e réunion du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine. Au cours de ce conseil, Félix-Antoine Tshisekedi a recommandé au gouvernement de s'impliquer pour la réussite du programme sur la gratuité de l'enseignement. Dans le cadre de la concrétisation de ce programme, le chef de l'État a exhorté l'exécutif central à poursuivre ses efforts dans la construction de 300 écoles qui étaient programmées.
Félix-Antoine Tshisekedi a aussi informé le membre du Conseil des résultats des pourparlers qui ont eu lieu entre le membre de son cabinet et les représentants de l'EPST d'une part et les représentants des écoles conventionnées d'autre part. Les discussions qui ont abouti à l'engagement de la mécanisation des enseignants non payés à la fin du mois de janvier 2020 au titre de premier palier et celle de nouvelles unités au deuxième trimestre 2020. Séance tenante, le président de la République a instruit son directeur de cabinet de transmettre le dossier au Premier ministre pour sa mise en œuvre. Le chef de l'État a en outre rappelé que la mesure de la gratuité de l'enseignement est constitutionnelle et ne concerne que l'école primaire. Député provincial du Congo central, nous avons fouiné un peu, et beaucoup d'internautes m'ont dit de vous poser cette question. Qu'est-ce qui se passe au Congo central? Vous êtes en train de vendre à bas prix les terres ancestrales du Congo central. Beaucoup d'étrangers, en guillemets, viennent, achètent des terres comme ça au Congo central, Kisanto, Banzangougou et dans les grandes villes. Et beaucoup de Né-Congo se disent, on va se réveiller 50 ans plus tard, le Congo central ne nous appartiendra plus. C'est vraiment vrai ou on augmente un peu la réalité? D'une manière générale, je l'ai entendu, mais je dois vous dire très sincèrement que nous sommes en pleine session parlementaire. Je n'ai pas eu tout le temps d'aller voir les différents conservateurs de Kazangoulou à Mwanda et poser des questions sur les acquisitions des terres au sein. Des hectares et des hectares, des concessions, des hectares qui s'en vont comme ça. Nous allons vérifier, madame, et je suis sûr que je vous promets, au mois de janvier, je serai à Kinshasa. Je pourrais nécessairement profiter pour faire encore une émission. Mais cette fois-là, si vous pouvez me l'accorder, uniquement sur ces volets. Oui. Des terres arabes. Foncières. On connaît le Congo central, les terres arabes et tout ça. En tout cas, essayez de fouiner un peu pour avoir plus de précision par rapport à je dois vous dire, vous devrez noter que jusqu'à une certaine superficie, la charge de donner, de délivrer des terres revient aux conservateurs. Et quand ça dépasse aussi un certain niveau d'hectares, c'est le gouverneur seul qui peut l'accorder. Et si ça dépasse encore, je crois, un nombre d'hectares qui est précisé, c'est l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale. Vous voyez, c'est tout ça. C'est tout ça qui entre en ligne de compte. Mais on connaît un peu la lourdeur de notre administration aussi. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette interdiction d'octroi des titres fonciers par le ministre Molendo Sakombi? Une bonne chose pour calmer un peu les ardeurs Tout à fait, parce que vous allez accorder des certificats d'enregistrement à des gens ou des terres qui sont proches des aéroports, qui sont proches. J'ai regardé, il y a eu des érosions même dans des quartiers érosifs. Il y a des érosions. Non, mais des inondations, oui. Il y a des inondations, mais les érosions, c'est vers Mwanda que nous avons beaucoup plus d'érosion. Mais dans d'autres villes, très peu quand même, il faut le dire. Il faut le dire. Mais il y en a quand même. Il y a des petites érosions qu'on peut nécessairement facilement trouver des solutions comblées. Mais quand vous allez par exemple à Matadi, il n'y a pas d'érosion parce que les titres fonciers, vraiment, il faut vraiment ça sera vraiment une de mes démarches. Tu veux me donner un devoir. Je vous en prie. Et par rapport à cette gratuité au Congo central, parce que j'ai quelqu'un du Congo central, j'en profite. Est-ce qu'elle est effective pour l'école primaire? Le chef de l'État l'a dit. Cette gratuité est effective et c'est dans la Constitution, c'est légal pour l'école primaire. Et voilà quoi. Et la construction de 300 écoles. Au Congo central, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a grève des enseignants? Est-ce que les cours au Congo central, nous n'avons pas encore reçu notre stock de 300 écoles. Non, ça, je le vois, j'ai entendu, mais les cours sont bien donnés. Non. Il y a toujours un petit problème, madame. Vous savez que l'école primaire supportait une partie des coûts de l'école secondaire. Par le fait qu'il y a gratuité, donc l'école primaire
et pratiquement ne contribue plus à soutenir l'école primaire, l'école secondaire. Donc il y a quand même une petite difficulté pour les gestionnaires des écoles. Et vous avez vu surtout dans la congrégation catholique, protestante, où les salaires étaient légèrement un peu élevés, et par rapport à ce qu'on donne pour le moment par l'État congolais, bon, il y a eu quand même une petite perte de pouvoir d'achat de quelques enseignants. Mais dans les fonds, au niveau des provinces, de la province, dans les fonds des écoles, il y a une certaine satisfaction quand même des enseignants. Mais il y a encore des enseignants qui ne sont pas mécanisés. Et là, ça pose problème. Ça va se faire peut-être incessamment, ils ont dit. Hein, on va mécaniser des enseignants incessamment. Oui, mais ce n'est pas seulement l'école primaire, il faut qu'on songe surtout à l'école secondaire. C'est bien de soigner. C'est vrai qu'on met l'accent sur l'école primaire, mais on néglige l'école secondaire. Ah oui, la base, c'est bien. On pâtisse, hein, exactement, exactement. Et je vous dis que tous les enseignants se plaignent au niveau de l'école secondaire. Bon, maintenant, on va observer. C'est que l'école primaire comment se comporter. On connaît le Congo central comme vraiment un berceau de plusieurs grandes écoles. Au Congo central, vraiment, vous avez formé des élites et des élites de ce pays, même des pays environnants. Alors, pour vous, l'enseignement, c'est vraiment la base des réflexions. Exactement, parce que sans l'enseignement, vous savez, depuis commencer même par... Le premier président, Joseph Kasavubu, est issu d'une grande école au Congo central. Oui, bien sûr, à Mbatakela, une très très grande école. Vous venez à Tumba, ce sont des grandes écoles. Vous allez à Boma, ce sont des grandes écoles. Nous ne voulons pas que c'est la meure, ces grandes écoles. Oui, on a vu notre premier ministre Kengo, qui a même étudié à Boma, tout ça. Le Congo central a beaucoup formé. Notre président de la République a même étudié au Congo central. Donc ça constitue une joie quand il vient et qu'il songe un peu à cet aspect de l'éducation, ça nous fait la joie. Mais moi je me dis, c'est bon, la Banque mondiale va pouvoir cette aide de la Banque mondiale octroyer... hypothétique, ou on doit chaque année compter sur cette aide de la Banque mondiale. Est-ce qu'on ne peut pas trouver nos fonds propres pour pallier à ça? Parce que chaque année, ça sera toujours l'aide de la Banque mondiale pour payer la gratuité de l'enseignement primaire. Je pense que c'est là le problème. On va voir cette année, l'année de 2020, si nous allons réaliser correctement nos 9 milliards ou 8 milliards qui ont été prévus au budget. Si nous les réalisons par rapport à la production qu'on aura, ben on pourra nécessairement un jour abandonner la Banque mondiale et puis le voler sous nos propres ailes. Nous prenons l'avant-dernier sujet, mesdames et messieurs, c'est la passation de pouvoir à la MOUCA. On avait déjà effleuré cela tout au début de cette émission. Et cette confirmation de la journée qui célèbre l'alternance le 24 janvier. Tout s'est passé dans la résidence de Jean-Pierre Bemba Gombo. Devant plusieurs cadres de la MOUCA, le président du MLC a passé le bâton de commandement à Adolphe Muzito. Ce dernier est désormais le nouveau coordonnateur de la MOUCA, ce pour une durée de 3 mois. Occasion pour le leader du MLC de souhaiter plein succès à son successeur, tout en promettant son soutien au nouveau coordonnateur. Je souhaite au coordonnateur frère Adolphe Muzito pouvoir continuer à œuvrer dans le sens de la défense des intérêts de la population, comme nous l'avons tous souhaité au niveau de notre plateforme politique, la MOUCA. Et je lui souhaite bien sûr le succès dans le travail qu'il va fournir à présent et la continuation. Et bien sûr, nous sommes ensemble et nous continuerons à l'appuyer, à lui fournir toute notre énergie pour la réussite donc de son mandat. Quel bilan dressé de la coordination de Jean-Pierre Bemba? Le président du MLC répond. En tout cas, je ne voudrais pas rentrer dans les questions-réponses. Peut-être qu'une autre fois, on pourra se voir. Quant au nouveau promu, Adolphe Muzito dit continuer à consolider l'unité de la MOUCA. Nous allons continuer de travailler, consolider l'unité de la MOUCA, consolider l'unité de notre peuple. Comme vous le savez, le pays est divisé. C'est la cacophonie au plus haut sommet de l'État. Il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas d'entente.
C'est la rivalité, alors que le pays brille à l'est, la République, on vient de le dire. Nous pensons qu'il faut que tout le monde comprenne que le pays a besoin de cohésion, besoin d'unité. Nous allons y travailler. Consolider l'unité, pour quels objectifs? C'est demande une certaine opinion. Le 75e anniversaire de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale a été célébré cette année sur le thème « 75 ans de l'OIC, les défis de la communication dans le développement de l'aviation civile en RDC ». Décortiquons ce thème au cours d'une conférence de débat organisée par l'Union nationale de l'aviation civile. Le président du bureau permanent d'enquête d'accidents et d'incidents d'aviation a fait savoir que l'espace aérien congolais a enregistré 34 accidents et 32 incidents d'avion de 2013 à 2018. Selon José Ngoy, ces accidents d'avion ont fait au total 43 morts et 23 blessés. Les facteurs techniques, humains et environnementaux restent les principales causes des accidents et d'incidents survenus en RDC, a souligné le numéro 1 du bureau permanent d'enquête d'accidents et d'incidents d'avion. Notons par ailleurs que ce bureau reste l'unique autorité compétente habilitée à mener des enquêtes sur les accidents survenus dans le domaine de l'aviation civile en République démocratique du Congo. Pour rappel, le dimanche 24 novembre dernier, la RDC a enregistré un crash à Goma. Un petit porteur s'est écrasé au décollage, faisant ainsi plus de 25 personnes mortes. André Massomo, est-ce qu'il y a-t-il cacophonie ou rivalité au sommet de l'État, comme l'a dit Adolphe Muzito? Vous avez cette impression? Non, pas du tout. Je crois qu'il y a une cohésion. Et bien sûr, il faut toujours savoir que les composantes de chaque regroupement politique continue à définir ses options. Vous êtes de l'aile katumbiste, hein? Bien sûr. Je comprends votre point de vue. Donc, chacun poursuit sa direction sur le plan option. Vous êtes l'aile modérée de l'opposition, vous êtes l'aile dure de l'opposition. Quitte à chacun de trouver poursuivre sa manière de conduire son credo. 3 mois d'alternance, pour vous, vous avez dit c'est insuffisant, mais nous allons parler de cette date proposée par le gouvernement, le 24 janvier. C'est vrai que c'était un autre élément qui nous a été proposé, qui est aussi important, c'est par rapport aux morts, à l'aviation, des avions qui tombent en RDC, 43 morts déjà. Mais pour cette date du 24 janvier, vous pensez qu'il faut que ça soit férié? On doit célébrer cette alternance en République démocratique du Congo. On propose que cela soit férié le 24 janvier. Ça peut mériter quand même d'être une journée fériée, parce que, mais seulement, je vois au mois de janvier, il y a trop de congés. Le 1er, le 4, le 16, le 17, et maintenant il faut créer les 24. C'est pas bien pour la production du pays, mais bon, est-ce qu'on ne fera pas autre chose de faire peut-être le ministre qui est chargé de transport, de pouvoir visiter les sociétés aériennes qui existent ici, et puis faire un petit speech quelconque, tout ça, et puis organiser des messes pour nos frères et sœurs qui sont morts dans ces accidents d'aviation. Ce qui m'a étonné à Matadi, c'est la piste de l'aéroport de Matadi. Incroyable. 56 ans après les indépendances, on n'avait qu'une piste à Matadi comme aéroport. Incroyable. C'est ça qui m'a révolté. Qu'est-ce que vous voudrez que je puisse vous dire, madame? Toutes les recettes Avec toutes les recettes de Matadi, le port... Toutes les recettes viennent ici. Et on nous rétrocède. Le Congo central est incapable d'avoir un aéroport avec les normes. S'il vous plaît. Oui. Toutes les recettes viennent ici. Et nous savons ne pouvez pas retenir à la source pour dire que nous avons retenu cela pour avoir un aéroport digne de ce nom. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Qui ne veut pas? Mais oui, mais ceux qui sont au gouvernement, il faut appliquer la mesure, madame. Mais la rétrocession à la source, elle est légale, non? Elle est très légale. Alors, prenez l'argent à la source et baptisez votre aéroport. Comment une grande ville comme Matadi ne peut pas avoir un aéroport digne de ce nom? C'est incroyable. Moi, j'étais sidéré quand j'ai vu le chef de l'État descendre sur une piste en terre battue. Incroyable. En 2019. Vous savez, en 2008, je crois, 3 gouverneurs de la RDC, notamment celui de Kinshasa, du Congo central et je crois du Katanga,
ont voulu mener une révolution pour faire la retenue à la source. Mais ça n'a pas abouti à la fin. Mais je crois que maintenant, on peut créer des négociations auprès de la présidente de la République, dans les conférences de gouverneurs, en parler de plus en plus pour que cette retenue soit effective. Mais la loi nous le permet de le faire, madame. Mais faites-le. Martin Luther King a dit c'est tout à fait légal de ne pas suivre une loi qui ne... J'ai même oublié les termes applicables. Non, quand vous sentez dans votre âme et conscience que vous devez désobéir à une loi scélérate, mais faites-le, puisque la répression à la source est légale. Faites-le. Le chef de l'État est venu, la gratuité est légale, il l'a fait. Pourquoi ne pas le faire pour arranger les provinces? Sinon, ce sera le prétexte trouvé que tout l'argent vient à Kinshasa et vous ne faites rien aux provinces. Merci de désobéissez, il faut une désobéissance civile pour arranger notre pays. S'il faut passer par là pour arranger le pays. Bon, je pense que au lieu de se comporter comme ça, il faut peut-être négocier avec le pays. Si vous continuez à négocier, en 2050, le Congo central sera toujours comme ça. Nous allons terminer, en tout cas ça c'est une patriote qui le dit, c'est incroyable d'avoir des pistes des aéroports partout en République démocratique du Congo. Nous allons terminer par cet incendie à Ngwasuma, ici à l'avenue de Willery, et ce couac à la présidence de la République, l'arrestation d'un conseiller à la présidence, Dieudonné Lobo. Ah, que je reprenne? Ok, le direct. Donc, nous allons terminer, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'élément n'était pas encore prêt, avec l'incendie à Ngwasuma, ici à Willery, sur l'avenue de Willery, et l'arrestation d'un conseiller à la République, M. Dieudonné. J'espère que les éléments sont prêts. Lutte contre l'impunité, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en fait son cheval de bataille. À titre illustratif, son coordonnateur administratif chargé des services personnels a été transféré à la prison centrale de Makala après avoir passé 48 heures de garde à vue au casier judiciaire. Selon le parquet général, près la cour d'appel de la Gombe, Dieudonné Lobo et 2 autres personnes arrêtées sont incriminées pour faux et usage de faux et association de malfaiteurs. L'enquête révèle que le Premier ministre Sylvestre Ilunga a dénoncé dans une lettre du 26 octobre dernier adressée au directeur de cabinet du chef de l'État un scandale à la minière de Bakwanga dans lequel sont impliqués Dieudonné Lobo, Louis Bagouma et Yanké Mukadi wa Mukadi. Dans la dite correspondance, le chef du gouvernement s'était insurgé contre le mandat spécial qu'avait accordé Dieudonné Lobo à la compagnie Saint-Louis BGM Sarl d'aller à Mbujimaï afin d'effectuer des études liées notamment à l'exploitation industrielle du diamant à la Miba. La même source renseigne qu'une correspondance du ministre du portefeuille de l'État, Clément Kouété, datée du 14 novembre, a conduit le service du conseiller spécial du chef de l'État à ouvrir une enquête qui a abouti à cette incrimination. Bref, depuis vendredi dernier, le proche collaborateur de Fachi et 2 autres personnes sont incarcérées à la prison centrale de Makala pour avoir négocié un contrat à la Miba à l'insu du président de la République. C'est aux alentours de midi que certains personnels de cette buvette ont constaté de la fumée sur la toiture des installations qui abritent la boîte de nuit. Pas moyen d'accéder. La porte bloquée de l'intérieur, semble-t-il. Le pompier et le personnel de la boîte de nuit vont tenter de casser le mur pour permettre aux sapeurs-pompiers de faire leur travail. Pendant ces temps, le feu s'excite de plus en plus. Les pompiers, à en croire les témoins, ont fait leur travail à moitié. Anti-incendie, parce que yango yaka toujours tango loko salami yango yaka na simawana moko ye ekufi ezo risque na yango pesika camion incendie ye mais ezoko kakoma de camion incendie yango moko ekufi moko kaka ne ye mekufi. La police présente sur les lieux de l'incendie dit ignorer les raisons de cet incident. On nous a appelé pour nous dire qu'il y avait un incendie ici. Voilà pourquoi nous avons accouru, nous sommes venus pour essayer d'abord de mettre la sécurité. Parce que quand il y a un incendie, nous devons mettre un cordon de sécurité de façon qu'il n'y ait pas de pillage, qu'il n'y ait pas de désordre. C'est ce que nous avons pu réaliser. Et nous avons appelé les sapeurs-pompiers qui nous ont amené un véhicule, mais apparemment ce n'est pas suffisant. Bon, jusque-là, on ne sait pas encore. Attendons que les OPJ nous disent qu'est-ce qui est à l'origine de ce feu-là. On ne sait pas encore.
Pas de pertes en vies humaines, mais des dégâts matériels sont importants. Le feu a consumé toute la boîte de nuit. Terrasses et barbecues ont échappé belles. André Massomo, pour terminer, vos réactions à chaud par rapport à ces deux images que nous venons de suivre tout à l'heure. Bon, par rapport aux pompiers, en tout cas, je déplore. Je déplore parce que c'est depuis plusieurs années que nous sommes ici à Kinshasa. L'amélioration de ces services n'avance pas au niveau de l'hôtel de ville, au niveau des grandes sociétés, notamment l'ONATRA qui avait d'ailleurs un service d'incendie, contre incendie, et ça ne marche pas. La ville prend des dimensions et je crois qu'il y a lieu de pouvoir implanter dans 3 ou 4 sites importants pour pouvoir aider la population en cas d'incendie. Et ça, je crois que je regarde à ce moment-là les gouverneurs de la ville de Kinshasa et pourquoi pas de bienfaiteurs. Moi qui te parle, je suis rotarien, bon, je mélange un peu. Nous avons dit remettre à la police, à l'armée, je crois, des camions d'incendie qui étaient une aide canadienne, je crois, une dizaine qu'on a remis pour pouvoir lutter contre l'incendie de la ville de Kinshasa. Et si les bienfaiteurs, que ce soit au niveau national ou international, peuvent le faire, ça aiderait non seulement ces incendies ici dans la ville de Kinshasa, mais peut-être aussi dans le reste du pays. Les grandes villes comme Lubumbashi, c'est la même chanson. Vous allez à Matadi, c'est la même chose. Partout en RDC. Tout ça. Et par rapport à cette arrestation... Donc il y a un effort à faire. Votre point de vue, vous allez chuter par rapport à l'arrestation du proche conseiller du chef de l'État? Bien, ça, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais il ne faut pas que ça se limite à lui. Il faut alors dynamiser parce que nous savons qu'il y a beaucoup de fautes à caractère financier. Il y en a beaucoup. Bon, je ne veux pas revenir sur la plaie de la fois passée. Nous avons trouvé partout dans les journaux tout ça. Je ne vais pas y revenir. Mais donc, l'effort, ce n'est pas seulement au niveau des collaborateurs directs, mais il faut y aller même au niveau des entreprises, au niveau des ministres, pourquoi pas au niveau des gouverneurs. Et il y a des rapports que la Cour des comptes et les inspecteurs des finances produisent, mais qui ne sont pas nécessairement exploités. Donc, il y aurait eu beaucoup d'arrestations. Même chez vous, les députés provinciaux, parce que nous ne gérons pas. Nous ne gérons pas. Ah oui, avec les dessous de table. Je ne fais que il y a toute une commission à l'époque, on se rappelle, dès d'ailleurs, pour la ville de Kinshasa, pour l'élection, il y a eu beaucoup de problèmes. Les dessous de table des députés provinciaux, vous n'en parlez jamais. Très bien de poser cette question-là. Regardez-moi dans les yeux, je parle avec sincérité. Jamais je suis dans ces coups-là. Moi. Pas d'enveloppe en tout cas, en dessous de la table. Non, pas du tout. Vous êtes une perle rare en tout cas. De vérifier. Je vous dis de vérifier et vous verrez que... Merci beaucoup en tout cas André Massomo d'être passé là-bas. Merci en tout cas d'avoir quitté le Congo central pour venir participer à cette émission. C'est toujours un plaisir de recevoir en tout cas les habitants aussi de notre Congo profond parce que Kinshasa n'est pas la RDC. Merci à vous en tout cas. Merci à tous mes followers dans les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe technique, Guy Louko qui et Papi Mandé qui est à la régie finale. Merci à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices de Congo Web Télévision et merci à celle qui m'a habillée ce dimanche, Nathalie Sekabouoro. On se retrouve, mesdames et messieurs, le dimanche prochain avec le même plaisir. Inch'Allah.